Il y a des gens qui ont les deux pieds sur terre. Il y a des gens qui ont la tête dans les nuages. Il y en a d'autres qui se promènent entre ciel et terre. Et c'est d'eux qu'on va parler aujourd'hui à Comme on est. Eh bien, bonjour, ça me fait plaisir d'accueillir, entre autres, Jérôme Lemay, qui a souvent la tête dans les nuages parce qu'il est pilote. La tête et tout le reste. Peut-on s'imaginer, Jérôme, qu'il y a des gens, bon, tu parlais de pieds bien sur terre, de tête dans les nuages, mais qui vivent effectivement toujours dans les nuages, qui en vivent même parce qu'ils sont pilotes de parapente, parce qu'ils font du parachutisme, qu'ils sont alpinistes, qui sont finalement, comme toi, pilote commercial ou pilote de montgolfière? Ouais, moi, je préfère le pilotage de brousse parce que je suis en contact avec la nature. Les pilotes de jet, c'est bien le fun de piloter un jet, mais ils montent dans les nuages, puis les autres sont vraiment dans les nuages, ils sont avec leur ordinateur, puis ils n'ont pas de contact vraiment comme nous de l'émission aujourd'hui. On a vraiment le contact avec la nature, c'est ça qui est fantastique. Jérôme, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Évidemment, pour faire une émission comme ça, il fallait que moi, évidemment, j'aille un peu là, voir oui? comment ça se passait en haut. Oui, et j'ai vécu l'expérience de la montgolfière. Et ce que j'ai aimé, c'est que j'ai participé. Je n'ai pas seulement été spectatrice, mais j'ai vraiment participé au déploiement du ballon là, que l'on voit. Alors, j'ai eu l'impression, durant une heure, que j'étais un peu copilote de la montgolfière. Ben, c'est merveilleux. Et j'ai adoré ça. Et tu vois, parce que c'est un ballon qui est très impressionnant, qui se gonfle, et tu vas me voir à un moment donné pénétrer à l'intérieur du ballon, parce qu'on doit vérifier s'il n'y a pas de trou, évidemment, si tout est bien attaché. Et c'est un tissu qui est très, 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 très résistant. Léger et résistant. Ça peut être léger, j'imagine. Oui, c'est assez léger, sauf au sol, à un moment donné, quand il faut remettre le ballon là, en petite boule pour le remettre dans le sac, ça, c'est une autre histoire. Ah bon? Je pense qu'on est prêt pour le décollage. Et bon, on vous voit, là, je pense. Oui, on n'est pas tout à fait prêt pour le décollage, mais ça s'en vient. Alors, on est prêt pour le décollage. Nous allons faire un petit tour dans les airs. Et toi, je te retrouve, tu vas chanter, hein, Jérôme? Ben oui, ça vous fait plaisir. Tu vas me parler de ton métier, hein? Avec plaisir. Deux passions dans ta vie, hein? Les deux plus beaux métiers au monde. Je vole et je chante, un oiseau, un drôle d'oiseau. Alors, on décolle. Michel Auzat, vous êtes pilote de montgolfière. C'est quoi le plaisir que vous ressentez quand vous êtes en vol? C'est tout simplement la balade, flotter dans l'air comme une grosse méduse volante. C'est tout simplement cette belle balade qui est romantique et tout. C'est vraiment ce que j'aime le plus du ballon. C'est quoi les qualités pour devenir un bon pilote de montgolfière? La patience. On est toujours assujetti à Mère Nature. Il y a très peu de temps où on peut voler en ballon tôt le matin, en fin d'après-midi. Alors, il faut avoir la patience pour attendre le bon moment. Attention, on va chauffer. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous venez de faire, Michel? Bien, c'est-à-dire que le ballon flotte dans l'air, l'air étant moins dense dans le ballon. Alors, je dois maintenir une certaine température. Alors, aujourd'hui, on a besoin de 158 Fahrenheit pour maintenir notre vol. Alors, si, à force de vous parler, l'air dans le ballon se refroidit puis on descend trop rapidement, alors il s'agit tout simplement de réchauffer l'air dans le ballon et de maintenir une altitude acceptable. Oui, je sens justement qu'on est en train de descendre un petit peu. On le sent, hein? On sent légèrement. Non, non, je vous taquine. Michel, qu'est-ce qui vous a donné envie de gagner votre vie en tant que pilote de montgolfière? Je vais vous laisser chauffer puis vous répondez à ça. J'ai été pilote d'avion depuis 1973 et puis cherchais une aviation récréative. Alors, j'hésitais beaucoup entre le vol à voile, le planeur ou le ballon. Alors, quand j'ai essayé le ballon pour la première fois en 1977, j'ai été sidéré. Et puis, je me suis dit, c'est vraiment l'aéronef par excellence pour le loisir aérien. Alors, j'ai opté pour le ballon. Puis, c'est depuis 1977 que je suis pilote de ballon et c'est depuis 1984 que je gagne ma vie du ballon. Comment vous faites pour gagner votre vie en étant pilote de montgolfière? Je suis un peu estomaqué. Alors, c'est de frapper à la porte de multinationales et puis vendre ses services.
Et puis, la multinationale comme Télédirect ont besoin d'une certaine notoriété publique via le ballon. Alors, ils utilisent mes services et c'est depuis 88 que je travaille pour Télédirect. Ça coûte cher, une montgolfière. Cher et dispendieux. On parle de 30 000 à l'achat, puis on compte environ 100 150 chaque fois qu'on vole le ballon en frais d'opération. Le Festival de la montgolfière. Le Festival de la montgolfière qui a lieu chaque année à Saint-Jean-sur-Richelieu, je crois que ça a sensibilisé beaucoup les gens au plaisir de la montgolfière. Ça a énormément aidé parce qu'avant l'avenant de ce festival, on nous demandait mais pour quelle troupe de cirque on travaille. Alors à force à mesure d'avoir des festivals de ballons un peu partout, d'ailleurs ici à Trois-Rivières, il y en a un très beau qui est à Bécancour. Les gens ont pu connaître, toute la famille a pu monter et puis finalement c'est devenu une activité agréable, plaisante. Et puis depuis 1977 au Québec, il n'y a jamais eu d'incident grave, tragique ou même un petit accident avec des passagers en ballon. Alors ça a bonne réputation et les gens aiment beaucoup la balade en ballon. Vous savez vraiment pas où vous allez, par contre. Je sais qu'on va traverser le fleuve, ça je sais ça. Je sais qu'on va atterrir sur la rive sud près de Bécancour, entre Nicolet. Pas en plein milieu du fleuve, hein? On peut bien. As-tu des bonnes bottes? Alors, vous le savez approximativement. À peu près, oui. Un incident qui vous est arrivé à bord d'une montgolfière. Excuse-moi. Oh, il faut remonter en 1980 lors d'une course qu'il y avait eu à Kitchener-Waterloo. Puis on avait décollé par fort vent et puis j'ai vu un très beau terrain pour atterrir. Puis c'était adjacent à un parc safari. Alors en sortant de la nacelle, je me suis retrouvé plein de buffles. Et la voisine s'est retrouvée autour de lions, mais comme le gardien lui disait, mais écoute, ils ont mangé les lions, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de panique. Alors ça prouve jusqu'à quel point on ne sait pas où on va atterrir. Est-ce que vous volez en plein hiver? Oui, puis on aime beaucoup l'hiver, étant donné qu'on a besoin de moins de chaleur en hiver, on peut faire des vols beaucoup plus longs, de plus longue durée en hiver. Alors c'est assez agréable. On vole surtout en janvier-février. On fait beaucoup la tournée des différents festivals, celui à Ottawa, celui à Québec, un peu partout, et puis les centres de ski aussi. Je suis à bord de cette montgolfière. Ça, le panier, on appelle ça une nacelle. Et je peux dire que c'est pas paniquant du tout. C'est même très agréable. C'est très, très doux, hein? C'est très doux, c'est un gros ballon, il y a beaucoup d'inertie, alors on ne sent pas ce qu'on pourrait appeler la turbulence. Alors c'est tout le ballon qui bouge ensemble, alors c'est quand même doux, il n'y a rien d'énervant dans le ballon, c'est une belle balade. Ça a été inventé il y a plusieurs années. Et oui, ça remonte il y a bien longtemps, 209 ans, en 1783, par les frères Joseph et Étienne de Montgolfier. Et puis ça a été réinventé dans les années 60 avec des tissus nouveaux, avec des brûleurs beaucoup plus efficaces, avec le gaz propane. C'est toujours quand même très mystérieux. Les gens sont intrigués. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui est venu nous voir et il trouvait ça magique. C'est un peu féerique. Vous avez dit le mot magique, c'est féerique et c'est cette féerie qui fascine toujours les gens, que ce soit 7 ans, 2 ans ou les adultes. C'est cette magie du ballon. Et après tout, c'est une machine qui n'est pas agressive finalement. Alors c'est toute douceur. Vous avez une famille? Non. J'ai une femme qui, elle est la première femme pilote au Québec depuis 82. Et ça prend une femme comme ça pour me suivre parce que je suis toujours sur la route, je vole beaucoup en ballon. Alors on est tous les deux un couple, tous les deux on est pilotes de ballon. Il y a combien de pilotes au Québec? Oh, on est rendu 60 maintenant, c'est rendu une belle famille. Est-ce que vous faites des rencontres parfois, des colloques, des... Oui. Une fois par année, chez M. Tarte, c'est propriétaire terrien, c'est un fermier, puis on se rejoint tous sur sa terre. Et puis c'est le gros party, et puis on discute de nos problèmes ensemble. M. Ozar, je tiens à vous remercier d'avoir permis à notre équipe, de l'équipe de Comme on est, de profiter de cette belle expérience de vie. Ça me fait bien plaisir. SEI 93 chez votre concessionnaire Pontiac. Pontiac, la passion de conduire. Petite sieste. Vous vous laissez tomber dans votre lit. Le téléphone sonne. Le téléphone. Pas si vite.
Avec l'afficheur, vous pouvez d'abord vérifier qui appelle. Je la rappellerai. Abonnez-vous à l'afficheur de Bell pendant les jours aubaines et économisez les frais d'abonnement de 18,75 $. Pour voter au référendum du Québec, votre nom doit être inscrit sur la liste électorale. Vous désirez apporter une modification à la liste électorale? C'est facile. Du 5 au 10 octobre, rendez-vous au bureau de révision le plus près de chez vous. Pour plus d'informations, composez sans frais le 1-800-461-0422. Ne faites pas un X sur votre droit de vote. Renseignez-vous. Encore une fois, Michel Auzat, merci beaucoup pour cette belle expérience. Et je racontais à certaines personnes que j'avais eu énormément de plaisir et les gens disaient « Mais jamais tu m'emmènerais dans une montgolfière. » Et je leur disais « Mais c'est comme un massage, tellement c'est doux. » Mais on vous a peut-être perçu comme de drôles d'oiseaux à un moment donné. Mais maintenant, je pense que les gens sont beaucoup plus sensibilisés à tout ça. Alors, les gens sont beaucoup plus sensibilisés aujourd'hui avec tous les festivals de ballons à travers le Québec. Ouais. Depuis une dizaine d'années, maintenant, c'est toute la famille qui participe, de l'âge de 7 à 77 ans. Je pense que j'ai convaincu là, des invités, hein, des spectateurs, spectatrices. Est-ce que vous aimeriez ça faire de la montgolfière? Ils sont pas certaines encore. Mais à la fin de l'émission, on va tenter de les convaincre. On va être convaincants. Oui. Oui. Est-ce que vous avez déjà été pilote d'avion commercial et vous avez choisi d'être pilote de montgolfière? Exact. Vous n'avez pas été dans la brousse, comme Jérôme Lemay. J'en ai fait un peu de la brousse, mais j'ai pas eu la passion qu'il y a pu avoir dans la brousse. Alors, on va aller retrouver Jérôme parce qu'il y a une autre passion. Il y a la passion, évidemment, d'être dans le ciel, mais Jérôme, tu as aussi la passion de la chanson. Et ça, depuis combien d'années, Jérôme? Je les ai jamais calculés. Ça fait beaucoup d'années. J'ai commencé, j'étais tout petit, à jouer de la guitare, et puis ça a toujours continué. Naturellement, le show business passe toujours en premier. Je fais toujours des chansons, puis des spectacles, un peu de télévision ici et là. Et puis, mais j'ai fait une chanson, j'en ai fait quelques-unes sur l'aviation. Et puis, j'en ai une en particulier qui parle des pilotes de brousse, parce que j'ai fait une chanson country pour les pilotes de brousse, pour la bonne raison que nous autres, les pilotes de brousse, on est un peu cow-boys. Alors, Jérôme, on t'écoute. Ça s'appelle comment? Un drôle d'oiseau. Un drôle d'oiseau. C'est toi, ça, le drôle d'oiseau. Quand je mets le nez dehors et que je vois le ciel de ma ville, plein de pollution, je respire pas trop fort. Ouh, mes pauvres poumons, à l'intérieur c'est pas mieux. Y a la télé, y a le téléphone qui me tombe sur les nerfs. Je débranche toute la paire et je m'allonge pour faire un somme. Et je rêve que je suis un oiseau qui vole le jour, un oiseau qui chante la nuit, un bien drôle d'oiseau que je suis. Drôle d'oiseau de jour, drôle d'oiseau de nuit, drôle d'oiseau de jour, drôle d'oiseau de nuit, drôle d'oiseau de jour, drôle d'oiseau. Faut que je sorte dehors, il faut que je sorte de ma ville. Au plus sacrant, je cours au Commodore, mon avion m'attend. Je décolle 4360 pour me saouler de forêt, de lac et d'air pur. Je vole toute la journée avant de revenir faire mon show. Car je suis, oui, je suis un oiseau qui vole
lumière la nuit, là, c'est pas pratique. Hein? On y pense même pas. On voit pas du tout les fils électriques, les fils barbelés. On y pense pas, mais pas du tout. Je vais aller retrouver deux personnes. Ça fait peut-être bizarre de les voir ensemble. Un est ortho-rhino-laryngologiste et l'autre est alpiniste, mais ils ont des points en commun. Bon, vous êtes aussi ingénieur et vous êtes pilote d'avion. Exact. Docteur Yves Dugré et Yves Laforêt. Hein, deux Yves, un autre point en commun. Qu'est-ce qui fait que vous avez délaissé à un moment donné l'aviation? C'est simplement le manque de temps parce que c'était réellement passionnant. Ce que Jérôme dit, les lacs, les rivières, les grands espaces, réellement, dans la région, nous sommes comblés. Il met le cap sur direction nord, et puis c'est merveilleux. Mais c'est un peu le manque de temps parce que c'était sûrement pas le goût. Alors, vous avez plutôt soigné des gens qui avaient des problèmes au niveau des oreilles, de la gorge, du nez. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que vous puissiez m'expliquer qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a un déséquilibre, ce qu'on appelle le vertige. Pourquoi il y a des gens qui souffrent de vertige? Oui. Le vertige, c'est un symptôme qui... pas de maladie, hein? Non, c'est un symptôme qu'on retrouve dans plusieurs maladies. Principalement, c'est une sensation erronée de mouvement ou de perte d'équilibre. Comprenez-vous? C'est un mauvais renseignement ou une mauvaise interprétation du cerveau d'un mouvement qui n'existe possiblement pas. On peut parler de gens qui ont des maladies qui donnent des vertiges, comme des maladies de Ménière ou des troubles circulatoires. Donc, on peut avoir ça à la naissance? Peu probable. Peu probable. C'est souvent acquis. Okay. Généralement, ce n'est pas une maladie héréditaire. Mais il y a d'autres gens qui ont des vertiges, mettons, dans d'autres circonstances, comme le mal des transports, le mal des hauteurs ou d'autres formes d'instabilité d'équilibre. Qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? Ben, des gens qui ont des maladies organiques, oui, qu'on peut dire, mettons, comme une maladie de Ménière, ça peut être des traitements médicamenteux, ça peut être des traitements chirurgicaux, plus rarement. Mais les autres personnes qui ont des problèmes, mettons, comme vous parlez de vertige des hauteurs, on parle de gens de l'air. Vous les envoyez chez Yves Laforêt, à son école d'alpinisme. Mais il y a quelque chose de vrai dans ça, parce que l'habitude, on peut vaincre certaines formes de vertige, comme le vertige des hauteurs. Ça peut être corrigé par une adaptation, une connaissance des choses ou du métier ou des hauteurs, et puis ça peut se corriger. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas au courant, mais pour certaines personnes, on a avec nous quelqu'un qui a été, en tout cas, le premier Québécois, le 15 mai 1991, à escalader ce que tout alpiniste désire, c'est-à-dire aller au plus haut sommet de la planète, le mont Everest. Alors, bravo, Yves Laforêt. Merci. Qu'est-ce qui fait, Yves, que vous êtes parti d'ingénieur à alpiniste? Vous avez une école que vous enseignez depuis 17 ans, que vous avez eu cette envie d'escalader des montagnes. C'est peut-être, je pense que ça doit dater de ma jeunesse. J'étais vraiment l'aventurier. Et puis, en faisant différentes activités de plein air, j'ai découvert par un copain l'alpinisme, l'escalade en fait. On a parlé plutôt de l'escalade ici au Québec. Et lorsque je suis à l'université dans mon cours, l'alpinisme, ce serait un terme, l'escalade c'est le terme générique qui dit l'ascension des montagnes. L'alpinisme, c'est les techniques spécifiques appliquées à l'escalade dans les Alpes. Fait ici, étant donné qu'on n'a pas de montagne dans les 4000 mètres, on ne fait que de l'escalade de falaises, de rochers ou de glace l'hiver. Donc, quand vous étiez à l'université? J'étais à l'université à mon cours d'ingénieur. Des copains m'ont amené à faire de l'escalade et puis tranquillement, j'ai pris le goût. Vous vivez de ça? Là, maintenant, bon, vivre... c'est un grand mot? C'est un grand mot, là. Mais oui, je consacre mes énergies principalement à l'escalade, à l'enseignement. En enseignant? En enseignement et aussi depuis l'expérience de l'Everest avec ma compagne qui est spécialiste en éducation. On a monté un programme de conférences et d'éducation pour les jeunes dans les écoles. On fait des tournées et c'est très intéressant. Je pense que le message de réalisation ou de persévérance que dans le fond, s'associe à une aventure comme ça est très, très important. Donc, votre compagne est étroitement liée à ce que vous faites, parce que j'étais justement pour vous la poser, cette question-là. Ça prend des femmes particulières. Ici, là, il y a M. Oza, là, sa femme est pilote de montgolfière, parce qu'il y a des femmes qui ne comprendraient pas que vous partiez comme ça escalader c'est ça. montagnes. Je pense qu'elle doit être, dans mon cas, ma compagne, elle partage la même passion. Elle aussi, elle aime beaucoup la montagne. Peut-être pas au même niveau de réalisation que moi, mais
c'est le partage de cette même passion des montagnes. Avez-vous déjà essayé ça, docteur Durand? Non, escalader? Réellement, non. Est-ce que ça vous ferait peur? Non, mais après en avoir discuté tout à l'heure, je pense que ça s'apprend, mais jusqu'à un certain niveau, je pense que... Qu'est-ce que vous trouvez là, de difficile là-dedans? Ben, je pense que pour l'escalade, ce que je peux en savoir, puis il faudra vous corriger certainement, mais ça prend une bonne condition physique d'abord, et puis je pense qu'il y a une certaine limitation là-dedans, parce qu'il faut planter des pics et puis tirer des cordes. Non, on ne plante pas de pics, on ne tire pas de cordes. Non, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est dans les anciens films français. Non. En fait, l'escalade, c'est très simple. L'escalade, c'est l'action de grimper une montagne en utilisant... C'est comme monter des escaliers, sauf que les marches sont beaucoup plus petites. Et plus redressées aussi. Vous n'avez pas le vertige, vous? Le vertige, non, mais j'ai la peur. Justement, la première chose à laquelle on pense quand on pense à l'escalade, quand je fais des conférences, les gens disent « Ah, moi, j'ai trop peur pour ça. » Mais en réalité, on a tous un peu peur. C'est très sain d'avoir cette peur-là. Dans le fond, ça maintient la concentration. Et cette peur-là, ça se contrôle de deux façons, je dirais. D'abord, il faut savoir ce qu'on fait. Il faut avoir confiance dans l'équipement qu'on utilise et pouvoir y aller par étapes. On commence des petites montagnes, des petites falaises au début. Et puis, tranquillement, pas vite. Tranquillement, pas vite. On peut peut-être un jour envisager une affaire comme l'Everest, mais c'est graduel que ça se passe. Oui, il y a eu un premier Québécois. C'est tranquillement, pas vite, hein, docteur Dugré. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous consultent parce qu'ils viennent vous voir, j'ai le vertige, j'aime pas ça prendre l'avion, donc évidemment, je vis un handicap à ce moment-là. Oui, les gens consultent surtout au domaine médical, là, dans le domaine des vertiges, pour le mal des transports. Les gens, justement, soit en bateau, là, on ne parle pas de vertige, mais c'est des maladies semblables, ou la maladie en avion. Et ça peut se corriger par certaines médications appropriées, ponctuelles, au moment où les gens en ont besoin. Habituellement, c'est ponctuel dans le temps. Est-ce qu'il y a un côté psychologique aussi? Bien, à cette forme-là de vertige des hauteurs et vertige de mal des transports, il y a certainement un facteur important de connaissance et de peur ou, entre guillemets, de phobie, si on veut, parce qu'on sait qu'il y a des gens, il y a des familles qui sont portées à avoir des mal des transports, puis il y a des familles qui ne l'ont pas. On connaît depuis longtemps que les Mohawks, par exemple, ils travaillent dans les hauteurs, dans les ponts, puis ils n'ont pas du tout de vertige des hauteurs, mais traditionnellement, ces gens-là, pour eux, c'est normal, donc ils n'ont pas de vertige. Il y a d'autres catégories de personnes, mais ils ont de la difficulté, par exemple, à un escabeau, à une échelle pas très élevée, puis ils sont déjà mal à l'aise. On va s'arrêter le temps d'une pause parce que sinon, mon réalisateur, lui, sera très mal à l'aise. Merci. Vous entrez chez vous. Vous vous asseyez dans un bon fauteuil. Le téléphone sonne. Ah, vous vous levez? Non, parce qu'avec l'appel personnalisé, vous savez d'avance à qui l'appel est destiné. Dring Dring, c'est pour Julie et... Excusez-moi. Allô? Abonnez-vous à l'appel personnalisé de Bell pendant les jours aubaines et économisez les frais d'abonnement de 18,75 $. C'est... J'ai élevé mes enfants d'une façon très libre. Maman, est-ce que je peux avoir ça? Non, tu peux pas. Ben, non, faudrait... Oh! Je voulais qu'ils m'aiment. Mais je vais pas leur laisser un testament aussi flou. Ils vont savoir qu'une fois dans ma vie, je peux me lever, debout, être ferme, calme et dire non. Pour une majorité de Québécois, à ce prix-là, c'est non. Il existe un pays que l'on associe partout dans le monde à la générosité et à la compassion. Ce pays, c'est le Canada. Pour plusieurs, les casques bleus canadiens incarnent cette générosité. À l'heure actuelle, plus de 2000 d'entre eux sont en mission dans le monde pour le compte des Nations Unies. C'est une tâche qu'ils accomplissent depuis 1947. Venant de tous les coins du pays, nos membres des forces de maintien de la paix se distinguent par leurs nombreuses qualités, dont une en particulier. Leur volonté inlassable de régler les problèmes les plus difficiles et d'établir des rapports plus étroits entre les gens. Que
ce soit chez eux ou à l'étranger, les Canadiens et les Canadiennes ont à cœur de respecter les autres. En grande partie, c'est ça, être Canadien. Demain, à Tous pour un, Gilles Goujon poursuit son exploration de l'univers de la haute couture parisienne au XXe siècle. Puis, nos caméras se tournent vers Denise Bombardier et son invité, Jean-Yves Assilioui, du Conseil autochtone du Canada. Finalement, au magazine À tout prix, nous examinons les véritables coups de lancement d'un artiste dans le domaine de la chanson. Minimum 250 000 $. À tout prix, après Tous pour un et Raison Passion, demain. Aurais-tu le vertige, toi, au sommet du mont Everest, Jérôme? Oh, moi, j'aurais peur. L'alpinisme, ça ne m'attire pas du tout. J'ai peur. Quand je les vois, là, je suis mal pour eux autres. J'ai le vertige, moi, dans un escabeau. Oui. T'es pilote? Pourtant, à 10 000 pieds dans les airs, je suis bien. C'est parce que les gens qui ont peur de l'avion, là, c'est parce qu'on est soutenu par une force invisible. C'est pour ça qu'ils ont peur. On ne voit pas la force qui nous tient, mais c'est une force aussi... invisible? Ben oui, la force qui nous tient dans les airs, c'est aussi solide que ça. 747, avez-vous imaginé comment est-ce que ça pèse? Bon, ben quand il y a assez de vitesse, ben ça vole, un avion. C'est fait pour voler, c'est comme un oiseau. Avez-vous déjà vu un oiseau tomber? Seulement quand il était tiré. Oui. Docteur Dugré, est-ce que vous avez un médicament pour Jérôme qui a un problème là, Des gravoles? dans son escabeau? Des gravoles. Oui, c'est ce que je fais. Non, vraiment, c'est... mais quelle liberté, quelle sensation de liberté en vol, c'est fantastique. Toi, tu es devenu pilote parce que tu aimais la chasse et la pêche. C'est ça, oui. J'ai commencé avec les gyrocoptères. Ça, c'est une belle affaire pour se casser la margoulette. Oui. J'ai commencé là-dessus, puis j'ai eu une mauvaise aventure. Puis là, je suis allé dans une école d'aviation, puis j'ai dit, y a-tu moyen d'apprendre à voler ici? Ils m'ont dit oui. Ils me l'ont montré. Ça avait presque 25 ans. Puis là, tu as une licence commerciale. Tu gagnes ta vie aussi avec ça? Oui, c'est surtout pour mon plaisir. C'est surtout pour mon plaisir parce que c'est ça. C'est toujours à temps partiel. C'est-à-dire que si j'ai des spectacles. Cet été, j'ai fait le théâtre d'été, tout l'été. Dis-moi pas que tu partais avec ton avion. Puis... Non, j'ai fait de l'aviation quand même, mais je suis allé aussi au Lac-Noir avec l'avion une couple de fois, mais c'est pas... Parce qu'on peut pas voler le soir, la nuit, avec des flotteurs. Moi, je vole surtout des avions sur flotteurs, des hydravions. Puis la nuit, on peut pas voler, parce que pour aller faire des spectacles, c'est pas tellement commode. Ah oui, c'est parce que je reviens toujours parce que tu aimais la chasse. Oui. C'est pour ça que tu as ce type-là d'avion. Oui, j'ai volé aussi des avions sur roues, on dit le vol d'aéroport, comme les 2 moteurs, les bimoteurs, c'est-à-dire... J'allais faire des spectacles à cette île dans le temps avec les Gérola, avec 310. Est-ce qu'il t'est arrivé des incidents? Oh oui, toujours. Quand ça fait près de 4000 heures, près de 25 ans aux commandes d'un avion, il vous arrive toujours des choses. Je peux te dire que j'ai passé les fesses serrées à quelques endroits. Est-ce que tu as déjà sauté en parachute? Non, puis je pense pas que je saute non plus en parachute. Non? Parce que ça non plus, ça m'attire pas tellement. Non, puis la montgolfière? Oui, ça, la montgolfière, oui. Ah ça, oui, mais le parachute. Mais moi, peut-être que la prochaine fois, je vais sauter en parachute. Ah oui? Attends d'entendre parler du parapente tout à l'heure. C'est mieux de t'atteler. Je vais aller retrouver Luc Carignan, pas Tousignan, Carignan, qui est professeur de parachute. Je pense que vous avez une école depuis 17 ans qui s'appelle l'école Centre des Bois-Francs. Centre des Bois-Francs, mais c'est parapente, pas parapente. Parapente, c'est autre chose. C'est du parachutisme. Comment s'appelle votre école? C'est un paracentre. Un paracentre. Un centre de parachutisme ou une école de parachutisme, c'est un paracentre. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de sauter en parachute? J'ai toujours eu le goût, je pense que tout le monde a eu le goût finalement de voler un jour comme un oiseau. Donc ça a commencé là, puis la sensation aussi du saut. Fait que mon premier saut, mon premier vol, parce qu'en fait c'était mon baptême de l'air aussi en même temps, je l'ai fait à 16 ans, mon premier saut. Est-ce que dans votre famille, il y avait des antécédents? Non, pas du tout. Personne qui volait ou qui avait des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on aperçoit, là? Alors, ça, c'est tout simplement une descente avec une voilure, les parachutes rectangulaires que nous sautons maintenant. C'est plus les anciens parachutes ronds, si on veut. Donc, on peut faire aussi de la chute libre. Ça doit être extraordinaire. Ça doit être la sensation. Là, c'est l'heure du lunch. On mange la banane.
OK, pour avoir de la pause aussi, donc on peut faire n'importe quoi. C'est un petit peu pour démontrer qu'on peut faire n'importe quoi. Le sport du parachutisme, c'est surtout la chute libre. Je pensais qu'on est... En 9000 pieds environ. OK, on part à peu près de 9 à 10 000 pieds et on fait l'ouverture à 3000 pieds du sol. Donc, on fait des exercices soit à 2, à 4, pour toujours en arriver finalement à faire de plus grosses formations et à descendre, pas nécessairement le plus longtemps, mais avoir le plus de finesse possible. Faut pas être un petit peu fou, là, pour se lancer comme ça dans l'espace? Non, pas du tout. C'est sûr que la première fois, moi aussi, quand on m'a parlé de ça, j'ai dit jamais. Et finalement, quand j'en ai vu faire, j'ai dit, c'est vrai que c'est peut-être pas bête. Il faut au moins que je l'essaie. Il faut donner la chance aux coureurs. C'est sûr que si à toutes les choses que je ne connais pas, je dis non, à ce moment-là, c'est... Vous avez jamais eu peur que le parachute ne s'ouvre pas? Comme n'importe qui, oui. Au premier saut, c'est une question auquel on se pose réellement la question. Là, vous êtes en chute libre? Oui, c'est ça. Là, on descend à peu près une centaine de milles à l'heure. Ça paraît pas parce que la caméra descend à la même vitesse que nous. La caméra est fixée sur le casque du caméraman, qui est lui aussi en chute libre. Donc, quand on voit l'ouverture, c'est pas le petit bonhomme qui remonte, comme on pense. C'est la caméra qui continue, elle, à descendre. Qu'est-ce que ça prend comme qualité pour, à un moment donné, sauter de l'avion et décider de se laisser aller? Vouloir le faire. Ouais. Et c'est réellement pas difficile. Non? Non, pas du tout. Moi, en montgolfière, c'est pas pareil parce que tu es dans un panier puis tu décolles. Tandis qu'en parachute, tu sautes, tu as l'impression de te jeter. Mais nous, chaque fois qu'on monte avec des parachutistes, on les trouve toujours bien impolis parce qu'ils sautent à mi-chemin, ils finissent pas le vol avec nous. C'est ce qui est le fun aussi. Et puis, j'ai demandé, quand on a fait de la montgolfière, pourquoi que Michel n'avait pas choisi de faire du parachute. Il m'a dit, on peut pas, il faut faire l'un ou l'autre. Oui, c'est des activités, il y a prend beaucoup de temps. C'est sûr que, que ce soit l'aviation, j'ai 3 milliards de vols. J'ai volé beaucoup, j'ai sauté, j'ai fait un petit peu de parapente, j'ai fait un petit peu de delta, j'ai eu l'occasion d'essayer des ballons, tout ça. Avez-vous aimé ça, les ballons? Oui, c'est fantastique, c'est magique. On est tous d'accord, on est tous unanimes à dire que tout ce qui vole, c'est fascinant de contrôler l'air, que ce soit à n'importe quel niveau. Et puis tout le monde va dire, ben, tu te jettes dans le vide. L'air, c'est solide, c'est pas du vide, il faut s'enlever ça de la tête. C'est sûr que c'est un sport qui, la plupart aussi des sports aériens, sont mal connus et méconnus. Les personnes devraient voir, à aller sur place et regarder qu'est-ce que c'est. Après, ils vont être plus en mesure de dire, c'est vrai, c'est ça. Et là, ils seront capables de faire un bon jugement. Mais mais la première fois que j'ai entendu, veux-tu sauter en parachute? Es-tu malade? Mais M. Carignan, quand je disais tout à l'heure qu'il faut choisir, c'est parce que vous mettez beaucoup d'air. Par exemple, ça a pris, pour pouvoir faire notre petite balade, à peu près 8 heures de préparation. Le parachutisme, c'est la même chose, ça prend beaucoup d'heures de préparation. L'alpinisme aussi, hein, il faut se préparer. Les techniques de base, ça prend quelqu'un qui nous le montre comme il faut au départ, puis ça prend un bon nombre d'heures pour les maîtriser soi-même. Avez-vous déjà essayé le bungee? Non, c'est une chose que j'ai pas essayé, qui ne m'attire pas pour tout de suite, mais c'est jeune comme activité, je dis pas non. Parce que c'est jeune comme activité? Oui. Ça regarde la jeunesse, hein? Non, j'aime, c'est-à-dire que c'est peut-être moins structuré que peut-être d'autres sports le sont depuis déjà plusieurs années. C'est pour ça aussi que ça nous fait peur, parce que c'est jeune, ça arrive sur le marché, mais c'est sûrement très intéressant. Là, on va s'arrêter, puis après ça, on va parler de quelque chose que vous connaissez aussi, que je connais pas, parapente. Chez vous, c'est parasente. La Corsica de Chevrolet. La Supervente TGA, c'est prodigieux, fabuleux! Il y a des pommes de terre à 99 cents le sac. Excellent! Et du Coca-Cola ou Sprite à 6 pour 2,79 $. La Supervente TGA, c'est super!
Avec cette tomate mûre, je vais vous faire voir comment cette nouvelle brosse à dents peut vous aider à prendre soin de vos gencives tout en prenant soin de vos dents. C'est la nouvelle brosse extraordinaire Aquafresh Flex. Seule la nouvelle brosse à dents Flex a un col sensible à la pression qui se courbe quand vous brossez. Ainsi, la brosse Flex agit en douceur sur vos gencives. Pour avoir des dents saines, il faut des gencives saines. La nouvelle brosse Aquafresh Flex prend soin de vos dents en douceur. La Cavalier de Chevrolet. Participez souvent au concours Super Monopoly IGA. Il y a plus de 5 millions de dollars en prix à gagner. Des prix instantanés dans chaque supermarché et des prix de collection qui vous mèneront loin. Alors demandez votre billet et jouez au Super Monopoly dans tous les supermarchés IGA. Madame Bergeron, est-ce que vous êtes prête pour votre premier saut en parachute? Monsieur Carignan, là, il vous attend. Je serais peut-être un peu nerveuse là, pour la première fois. Montgolfière? Oui. Je l'ai essayé, Oui. moi, c'est pas... Oui. Ouais? Oui. L'alpinisme? L'escalade? Un petit peu moins. L'escalade, vous êtes plus sûr, là? Vous étiez sûr tantôt? Ah là, je... Ça vous tente pas d'escalader, là, avec M. Laforêt? Oui. Oui? Ah oui. On va tous vous organiser ça, des belles sorties de plein air. Madame Bergeron, est-ce que vous trouvez que c'est des drôles de moineaux, les gens qui vivent comme ça, là, entre ciel et terre? Ben, non, c'est un beau sport. Celui qui aime ça, là, puis qui n'est pas trop peureux, là. Alors, ça veut dire qu'on a de moins en moins de préjugés. Merci, Madame Bergeron. Je vais aller retrouver Monsieur Claude Fizet. Monsieur Fizet, lui, est parapentiste. Parapentiste, c'est-à-dire qu'il pilote parapente. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Parapente, là, ça se situe entre, vous me disiez tout à l'heure, entre l'escalade et le parachutisme. Oui. C'est apparu... Hein? On peut dire que c'est apparu grâce à ces deux disciplines-là. C'est relativement nouveau. Oui. Je dirais, là, pour ce qu'on voit maintenant dans le ciel, là, ça fait pas tellement longtemps que ça ressemble à ça. Bon, ça a commencé dans les années 80, en C'est France? ça, oui. Oui. Et c'est quoi le plaisir de la parapente? Pourquoi pas servir du parachute, tout simplement? Ben, disons que nous autres, on n'a pas nécessairement besoin d'un avion. Disons même, c'est impossible de partir d'un avion avec ça. Partez c'est la simplicité. On part du sommet d'une montagne. Il y en a d'autres qui peuvent le pratiquer avec un système de treuil. C'est un câble, c'est comme un cerf-volant, si on veut, avec du vent. J'imagine qu'il y a des gens qui escaladent. Oui, justement, on voit, là. Oui. Ça, c'est au Mont-Saint-Anne. Oui. C'est printemps. C'est le 18 avril ou le 19 avril. Là, on vous voyait courir là, au sol, là. C'est ça. Parfois, on court pas. Ça dépend des vents qu'on peut rencontrer. Ça change. Est-ce que vous avez déjà fait du saut en parachute? Non. Alors j'ai approché l'air avec ce sport-là. Et c'est quoi la sensation, là, que vous éprouvez? La sensation, c'est de comprendre vraiment, sentir les mouvements d'air. Parce qu'avec cet appareil-là, on peut gagner de l'altitude, on peut faire de la distance. C'est vraiment dans la compréhension du déplacement de l'air, puis il y a des courants d'air horizontaux, verticaux, puis on travaille avec les deux. Dépendamment de ce qu'on veut faire, le record du monde de distance, c'est 231 km. Alors, on peut voir, il n'y a pas de moteur du tout là-dessus. C'est vraiment juste dans la compréhension de l'air. Vous n'avez pas peur de tomber, d'atterrir n'importe où, n'importe comment? Ben, c'est assez précis pour atterrir sur une cible grande comme ça. Oui. Alors, il n'y a pas vraiment de problème là, pour la précision. C'est très maniable. C'est sûr que c'est des sports à risque. Là, il y a combien de gens comme vous, pilotes de parapente, au Québec? Je dirais peut-être 150. Et vous les formez. Donc, vous vivez de ça, vous? Oui, c'est ça.
que les gens, au départ, pensaient que vous étiez un peu particulier? Ouais, c'est sûr qu'on se fait... On paraît pour un extraterrestre au début, un peu, là, quand on sort des montagnes comme ça, puis surtout au Mont-Saint-Anne, les gens au début, il y a 3 ans, nous regardaient comme des extraterrestres un peu. Maintenant, on est peut-être une 25-30 à Québec, dans la région de Québec, à voler. Vous avez essayé ça, vous, M. Carignan, hein? Oui, j'ai eu l'occasion d'essayer ça. Il y a une différence entre C'est pas pareil. Nous, le feeling du parachutiste, c'est la chute libre. La descente avec la voilure, c'est l'outil qui nous sert à arriver plus tranquillement au sol, finalement. Je veux dire, le parapente, ça a une plus grande finesse. Donc, on peut soit partir d'une montagne, de le motoriser, ou des choses comme ça. Mais de toute façon, le parachute, c'est un outil pour descendre. Donc, il n'y en a pas les mêmes taux de finesse. Tout ça. Par contre, c'est beaucoup plus solide parce que ça résiste au choc d'ouverture. On ne pourrait pas sauter avec un parapente parce que ça n'a pas le même ratio, si on veut. Si j'ai bien compris, parapente, c'est pour les gens qui escaladent, par exemple, avec M. Laforêt, puis qui n'ont pas envie de redescendre. C'est ça. Au début, c'était pour ça, justement. Ça leur permet de faire des plus longues ascensions, peut-être, puis de redescendre sans danger. Avec un peu moins de danger. Messieurs, merci beaucoup. À la maison, on vous donne rendez-vous demain. Merci. Vous voyez, dans le fond, les accès tels qu'ils sont. Marguerite Blais et ses invités sont logés à l'hôtel Delta Trois-Rivières.